du coup, tu redescends et même ton corps, tu lui envoies du kiff aussi. Tu vois, ton corps, il est plus tranquille. De donner cette clé de la méditation, parce que tu sais, j'ai fait 20 jours de Vipassana, méditation silencieuse au départ. J'ai 31 ans, 31 ans. Et donc, sur le papier, c'est vrai que pour le sport de niveau, je suis pas la plus jeune. Ouais. Ça te donne du temps. Le temps que tu ne prends pas forcément quand tu es en carrière, avec des échéances, avec un rythme, avec un planning d'entraînement. Ça crée une dimension tout autre quand tu arrives à un truc de ouf et que tu es la seule ou le seul à pouvoir te sortir de cette merde-là dont on parle, quoi. Cet épisode est réalisé en collaboration avec Alibert Trekking. Alibert, c'est une agence de voyage spécialiste de l'aventure pour tous. Il suffit parfois d'un déclic pour oser sortir, faire ce premier pas et vivre quelque chose de plus intense, de plus vrai. Alibert est là pour ça, vous accompagner, vous inspirer, vous ouvrir la voie. Pas pour cocher des destinations, mais pour vivre des expériences qui comptent vraiment. Alors peut-être que l'aventure qui changera tout, elle commence ici. Comment ça va, les amis ? Écoute, ça va très bien. Merci beaucoup de nous inviter aujourd'hui. Ouais. Quel est votre rapport tous les deux ? Comment vous êtes rencontrés ? Moi, je suis le soignant, je suis kiné du sport. Ça, c'est mon métier de cœur, mon métier de départ. Et j'ai développé un espace sport-santé dans Paris. Et ça s'appelle comment ? Tu as le droit de le dire ? Ça s'appelle Anetka. Donc, c'est une péniche sportive, festive, médicale. Assez sympa, avec une belle piscine de 50 mètres, un lieu totalement atypique qui a été construit comme un lieu de rencontre où on pouvait venir pour des objectifs différents et se retrouver quand même dans un même lieu. Pour tout public. Pour tout public, ouvert à tous. Et moi, particulièrement, qui suis issu dans ma vie professionnelle du sport de haut niveau, j'ai travaillé au Stade Français avec l'équipe professionnelle pendant 6 saisons, avec le Paris FC pendant 3 ans, enfin avec la Fédé d'athlètes. Donc j'ai ce lien très particulier au sport de haut niveau. L'objectif, c'était aussi pour moi de créer un espace, un lieu où le sportif pouvait venir se retrouver, avoir accès aux infrastructures dont il a besoin pour se soigner et s'entraîner, et en même temps d'être dans un cadre atypique, bienveillant, dans lequel on peut aussi trouver une respiration autre que celle de son environnement, parfois un peu cloisonné dans son univers professionnel. Ouais, parce que j'allais dire c'est dur, mais c'est un mot un peu valise, mais... T'es assez seul en tant qu'athlète de haut niveau, non ? On en parlait juste avant, mais comment tu la vis, toi, ta carrière ? Déjà, tu peux nous parler de qui tu es, de ton sport, de ce que tu veux. Ouais, moi, je suis sportive de haut niveau en badminton, donc je suis en équipe de France badminton. J'ai fait 11 années à l'INSEP, donc l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance à Paris. T'as quel âge, sans indiscrétion ? J'ai 32 ans. Ok. Et je suis toujours en cours de carrière. Donc t'es arrivée à l'INSEP à 18 ans. Ah ouais. Donc, toute jeune. Et puis, j'ai fait face déjà à une grosse blessure au dos. J'ai été opérée de la colonne vertébrale tout de suite à 18 ans. Donc, il y a des événements dans ma carrière qui ont été très marquants. Principalement par des blessures où il a fallu rebondir. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut être seul, effectivement. Mais après, c'est des choix. On s'entoure aussi de personnes de confiance. Et c'est ce qui nous réunit sur ce canapé aussi avec Erwan. Ça se blesse beaucoup en sport de raquette, ça se blesse beaucoup ? Oui et non. En fait, ça dépend un petit peu aussi des morphologies, ça dépend du sexe, des impacts, tu vois, de la prise en charge, tu vois, dans le groupe dans lequel tu évolues, comment tu es entouré, par quel staff, par quelles compétences et tout. Mais je dirais que oui, d'une manière générale, même dans le sport de haut niveau, on fait face tous, je pense, à des blessures plus ou moins grave, c'est sûr. Mais, pas beaucoup dans mon sport. Ouais. C'est un des seuls sports. Vélo, pas beaucoup. T'entends pas tu vois, des mecs, sport de raquette, basket, foot. Ça c'est sport à impact. T'as des tacs, t'as des contacts. On a beaucoup de sauts aussi en badminton. Beaucoup de sauts, beaucoup de changements d'appui très forts, en fait. Un changement de direction forte, des sauts. Explosivité constante. Puis, pour le coup, tout notre corps est sollicité. Membre inf, membre sup. Les épaules, elles morflent pas mal. Mais c'est des douleurs qui sont mécaniques. Ah oui, t'as enlevé ta veste tout à l'heure. Oui, t'es musclé. Hein. C'est impressionnant. On essaye justement de prévenir ces potentielles blessures. Après, t'as des douleurs qui sont quand même mécaniques et qui sont inévitables. Aussi par le fait qu'on répète beaucoup et que j'ai 32 ans et que ça date pas d'hier que j'ai commencé à m'entraîner de manière régulière, très régulière, donc 2 fois par jour. Et ouais, c'est aussi je trouve une écoute permanente, et c'est là que on peut pas être expert dans tous les domaines. Donc on peut pas être expert dans la préparation physique, dans
dans la kiné, dans le médical. Et c'est aussi pour ça qu'on s'entoure de personnes comme Erwan, compétentes juste dans leur domaine. Et tout le reste. On leur fait confiance, quoi. Et tout le reste dont tu n'as pas parlé. Le financier, les sponsors, sûr, l'argent, gérer ton plan de carrière, les relations avec Fédé, entraîneurs nationaux, clubs, trouver du fric un peu partout. C'est là où tu peux te retrouver totalement noyé. Et c'est là où on se rend compte quand on côtoie des athlètes de sport olympique assez seuls, puisque c'était le départ. C'est finalement, est-ce que le sportif ne se retrouve pas un peu seul ? C'est là où il y a une énorme différence entre le sportif olympique de haut niveau et le sportif en club professionnel qui a déjà un environnement qui lui permet de vivre beaucoup plus sereinement son sport. Chacun et ça dépend des sports. Et ça dépend des sports. Je me rappelle d'un mot que je détestais et qui me choquait parce que j'ai travaillé dans une fédé, c'est la fédé de triathlon, et on parlait de sport majeur et de sport mineur. Et ça me faisait mal au bide d'entendre ça, quoi. Je trouvais ça fou, en fait. Non, c'est assez fou. Et même dans des sports qui pourraient être dits majeurs, beaucoup de sportifs sont en difficulté parce que il y a beaucoup des sportifs de niveau, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de vivre du sport de haut niveau ou en tout cas de s'investir dans le sport. Et la difficulté, c'est qu'on ne peut pas aider forcément tout le monde et toutes les trajectoires, qu'il y a des critères qui existent, qui peuvent être des critères de performance, mais ça n'empêche pas d'avoir envie d'avoir des critères de trajectoire. Et c'est ça aussi que je trouve assez intéressant, finalement. Intéressant plutôt que de juste voir une performance potentielle, de se dire on est là aussi pour accompagner des gens qui ont des envies et finalement, avec le bon environnement, on va pouvoir construire quelque chose. Et c'est en ça que cette rencontre avec Léa, ça a vraiment été ça. Le sujet un potentiel général. Tu prends l'athlète comme un potentiel général, même sur le bien-être. Moi, j'ai ce truc de... Pour moi, un athlète de haut niveau, c'est un start-upper, en fait. C'est un start-upper individuel. Tu es une petite entreprise et tu t'entoures d'assistants ou de gens qui sont autour de toi. Pour moi, c'est un espèce de soleil et autour, ça rayonne. Tu vois, c'est pas un truc vertical, ce qui est assez rare dans la vie. Mais en même temps, tout le monde est un peu à ton service, mais une fois que tu arrêtes, tu vois, tout ça disparaît et c'est dur. Moi, c'est ce que j'ai rencontré. Je ne sais pas, toi, comment tu as réussi à créer cet environnement d'ailleurs ? Ouais, parce que ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, pour le coup, je ne l'ai pas ressenti en étant dans le système fédéral. Tu vois, j'ai fait 11 ans à l'INSEP et pour le coup, tu es dans un moule. C'est pas que tu dois rentrer dans un moule parce que moi, j'ai été très heureuse pendant ces 11 années. Peut-être, je dirais, ces 9 dernières années, parce que les 2 dernières étaient très difficiles, parce que j'ai fait face à des blessures et j'étais vraiment mise de côté. Donc c'est intéressant de grandir aussi dans un système où tout est fait pour toi et finalement où pas tout est individualisé, parce que c'est difficile d'individualiser pour... 20 athlètes, même si je pense que si on veut viser quand même le très haut niveau, c'est important de le faire. Et donc, comment j'ai fait pour le faire, c'est pour créer, on va dire, mon propre staff. J'ai déjà pris mon courage à deux mains parce que c'est pas simple de quitter un système fédéral et de dire, moi, c'est un projet dans lequel je crois. Je vous le présente parce que je représente quand même les couleurs de la France dans le cas des championnats d'Europe, championnats du monde et compétitions du World Tour. Donc ma fédération est quand même aussi avec moi. Faut aussi le souligner. Et j'ai quand même encore aussi aujourd'hui beaucoup de reconnaissance pour cette collaboration qu'on a. Mais du coup, ça libère beaucoup plus de liberté, j'allais dire, dans le choix des intervenants, dans le choix des personnes que j'ai envie de voir à mes côtés et qui, je sais, croient profondément à ma réussite. Chose que je ressentais peut-être un petit peu moins dans le système fédéral. Voilà, donc comment j'ai fait, c'est beaucoup de courage, c'est beaucoup de... Effectivement, quand tu parles de la start-up, ça me parle complètement parce que je me suis vraiment assise à une table. J'ai fait un listing d'avantages, inconvénients. Lui, je l'aime pas. Lui, non, d'accord. Un genre de SWOT, tu sais, un genre de SWOT, tu vois, où tu analyses un peu tout. Quoi. Et c'est vrai que moi, j'avais fait le choix aussi parce qu'il y avait un coach à Issy-les-Moulineaux qui était au taquet. Enfin, je le voyais, je le sentais vraiment avec une énergie dingue au regard de mon projet sportif. Et donc, c'est vrai que sur le plan géographique, ça a été Issy-les-Moulineaux. Et c'est vrai que de fil en aiguille, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait autour. Et puis Erwan, on avait déjà eu l'occasion de se rencontrer à l'INSEP dans le cadre d'une soirée d'entreprise. Et du coup, j'ai pris un peu mon courage. Enfin, on en parlait tout à l'heure.
Je savais pas trop comment ça allait se passer avec Erwan au départ parce que on se connaissait pas trop. J'avais envie aussi qu'il voit la belle énergie dans laquelle je venais le voir et qui capte cette énergie cool, quoi. Aussi, c'est l'être humain dont il parlait tout à l'heure. C'est les parcours de vie. Derrière l'athlète, c'est aussi des. Je te faisais un peu peur. Non, mais non, peur, non. Mais, non, mais on ne sait pas comment l'autre va percevoir sa demande. Mais je pense qu'il a su capter aussi ma sincérité. Et puis quand tu sors d'une période de doute avec. Moi, je suis extrémiste dans les émotions, donc il n'y a personne qui m'aime, je suis nul, en plus, je suis blessé, machin. Est-ce que lui, il va m'aimer tel que je suis aujourd'hui. Puis en plus, quand je suis allée le voir, si tu veux, si on peut parler en termes de... presque, parce que je revenais... Non, j'étais quand même bien salée. J'étais sur la fin de ma réathlétisation de mon deuxième genou, parce qu'il y en a eu 2, du coup. Et en fait, j'avais pas encore vraiment tout construit. Et c'est vrai que pour moi, la priorité, c'était... le bien-être de mon corps et le fait que ce soit verrouillé, quoi, l'aspect médical soit verrouillé, parce que je comptais pas me lancer dans un nouveau projet comme ça en n'ayant pas une base médicale et de suivi kiné, prévention de blessures solide. C'était pour moi inconcevable d'accepter et de valider ce projet Silimuno sans avoir un socle solide sur le plan médical. Mais parce que tu avais cette sensibilité-là du fait de tes blessures. L'âge aussi. De l'âge et je pense des blessures. 30 ans. Souvent l'élément déclencheur, je le vois même dans les clubs professionnels. Je me moque souvent des footballeurs que j'ai côtoyés, que je côtoie encore beaucoup. Ceux qu'on voit le matin à l'échauffement qui font leur routine, c'est généralement pas trop les jeunes. Généralement, c'est les plus anciens qui ont déjà subi des blessures et qui ont compris qu'il fallait intégrer ces routines-là dans leur quotidien. Et je crois que la blessure est un énorme déclencheur de la nécessité de prévenir et d'entretenir. Et c'est vrai que plus on avance dans l'âge, encore plus, tous, on sent des douleurs qu'on n'avait pas avant. Mais moi, je suis mauvais élève. Très mauvais élève, je sais tout. Comme ça, au doigt mouillé, feeling. Un peu trop. C'est pour ça que j'ai vu les 2 animaux que vous avez vus avant, qui étaient mes invités précédents. Mais vous avez vu la série sur Nadal ? Là, la dernière sur Netflix, là ? Non. Non. Ce qui est fou, c'est que tout ce que vous venez de raconter, c'est exactement l'inverse. Bon, lui, c'est une start-up qui a été créée familiale depuis sa naissance, presque. Je pense depuis ses 7-8 ans. Ouais. Il a fait toute sa carrière PT. Sous produits, machin, truc. J'ai vu les anti-inflammatoires. Enfin, j'ai vu qu'il avait fait une déclaration sur les anti-inflammatoires. C'est pas une déclaration, c'est que tout le truc. En fait, ça craint. Ouais. Et tout, ce premier grand chelem, deuxième, troisième, le premier est à peu près nature, bon, bref. Et derrière, il explique tout. Et surtout, c'est presque du handicap. Ça part d'un handicap au pied. Et je trouvais ça fou. C'est pour rebondir sur ce que tu dis. Le truc de avoir un entourage solide. Et les blessures, quoi, les sports de raquettes. Moi, j'ai eu des copains qui étaient des très bons tennisman. Ils étaient tout le temps pétés, quoi. Tout le temps blessés, le dos beaucoup. Et l'articulation, épaules, coudes, dos, tout est relié. De toute façon, les sports à traumatisme, on parle des sports à impact et des sports à traumatisme à haute intensité. Les sports à changement de direction, on sait que c'est ce qui m'a plu d'ailleurs à travailler en club. Et j'ai toujours choisi des sports dans lesquels je pouvais m'éclater sur les blessures parce qu'on sait que ça sera alimenté, on sait qu'on aura des choses à faire. T'étais content quand ils étaient pétés. Ouais, il y a un truc un peu malsain. Franchement, il y a un truc un peu malsain où moi je suis le genre de gars, j'aime bien regarder les vidéos de blessures. Ah bah enfin, c'est original. Fais voir, donne, ça m'intéresse. Fais croquer. Ça, je prends, ouais. Je prends. Mais donc, bien sûr, ces sports à haute intensité, à impact, évidemment, ça en amène encore d'autres, et à changement de direction. On sait que ça va être pourvoyeur de blessures et les sports à raclette, c'est un raclette. Aussi. C'est moi la raclette aujourd'hui. Mais c'est une carrière d'athlète en bad, c'est quoi ? 12 15 On peut aller jusqu'à 35, 36 ans. Okay. Pas facile. Non, c'est pas facile, mais... béquille, quoi, à la fin. Fauteuil roulant à la fin. Non, si tu as une bonne conscience de ton corps et que tu es bien entouré, parce qu'il y a aussi le cerveau, le bien-être. Si tu kiffes aussi ce que tu fais, je pars vraiment du principe que tu peux aussi aller loin, quoi, en termes de longévité. Il faut avoir encore l'envie, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est en ce sens que moi, tu vois, mon deuxième croisé, je reviens, j'ai 31 ans, 31 ans.
Et donc, sur le papier, c'est vrai que pour le sport de haut niveau, je suis pas la plus jeune. Mais par contre, j'étais persuadée au fond de moi. Et quand, tout à l'heure, on parlait du cœur, de ce que tu faisais aussi, toi, dans ta vie aujourd'hui, c'est tu fais les choses par passion, par cœur. En fait, moi, je suis revenue vraiment pour moi, quoi. Et il y a une différence entre, justement, ma première blessure, le premier genou et le deuxième. Le premier, je suis pas sûre que je reviens vraiment pour moi à 100%. Je reviens aussi pour, faire une jolie histoire, prouver à mon staff fédéral que je suis capable de blablabla. Le résultat, c'est que compète de reprise, je m'éclate le genou parce que je reviens pas pour les bonnes raisons, tu vois. Après, c'est facile à dire parce qu'effectivement, c'est arrivé et qu'il y a eu un nouveau traumatisme à gérer, mais... les genoux au niveau psycho, tu sais ce que ça veut dire, hein, Moi, j'ai étudié ça quand même. Ouais, bien sûr, c'est l'acceptation, voilà, se mettre à genoux aussi devant quelque chose, quelqu'un, on sait pas. Ouais, bien sûr, j'ai ouvert tous ces champs des possibles, tous ces livres. Voilà, attention à pas aller dans le spirituel. trop, quoi. Non, aussi, c'est même spirituel, c'est pas forcément, mais c'est des trucs d'enfance des fois, tu sais, c'est des trucs à la con qui se répètent parce que tu forces, tu sais, tu vas un peu loin. Il y a le jeu et le nous aussi, le jeu et le nous. Non, mais c'est vrai, c'est des trucs que j'ai bien sûr pris le temps de regarder, quoi, parce que moi j'avais aussi beaucoup, et peut-être même encore aujourd'hui dans certaines situations, tu vois, du mal avec le jugement extérieur, du mal avec le monde extérieur qui parfois, tu vois, tape un peu dans la gueule. Sensible. Sensible. Hypersensible. Ah oui, complètement, oui. Complètement, mais du coup, j'apprends à l'accepter, tu vois, tous les jours. Et t'as réussi à survivre à l'INSEP sans aucun jugement de valeur sur l'INSEP, mais je sais que personnellement, je serais mort. Ça marche pas pour tout le monde. Hein. Non, et puis tout le temps, presque 24 heures sur 24, observation d'athlètes, d'un staff, de tout le monde qui voit tout, qui te voit pleurer, rigoler, les moins fortes. Ouais, alors il y a ça, et tu vois, paradoxalement, ça te poussait quand t'es au top. Non, j'allais dire, quand t'es blessé, c'est silence radio, hein, tu vois. Et c'est ça qui est très dur aussi, ce genre de vide et tu vois, chaos aussi hyper profond que tu te prends en pleine tronche et que tu dois gérer, pour le coup, toute seule. C'est vrai, après, tu t'entoures et tout. Enfin, les gens t'aident. Mais d'être comme ça, toute seule, face à ce vide sidéral dans lequel tu dois te sortir toute seule, c'est dur parce que du coup, tu as l'impression ce sentiment d'inutilité, tu vois, ce manque de reconnaissance qui, du jour au lendemain, tu es titulaire en équipe de France, puis du jour au lendemain, t'es plus personne, quoi. Donc ça, c'est pas évident, mais ça forge. Pour le coup, c'est hyper intéressant pour apprendre qui tu es profondément, tes valeurs véritables, tu vois, et le fonctionnement des autres aussi. C'est quoi tes valeurs ? Mes valeurs, c'est d'être toujours fidèle à moi-même, c'est-à-dire de toujours produire une énergie cool, d'être dans l'échange, parce que moi, je puise beaucoup aussi mon énergie des autres. Ça, c'est tes valeurs ou ton envie ? C'est ton envie profonde. Je suis désolé, ça part en psychanalyse, mais c'était sûr. Non, parce que c'est une valeur d'altruisme, mais qui me nourrit moi aussi, tu vois. Et puis, j'avoue que le respect, les choses justes, je suis très attachée à ça parce que j'ai été vraiment challengée là-dedans, quoi. Dans l'injustice, un petit peu de... Droiture, injustice, c'est ton truc. Ouais, c'est ça, parce que je trouve qu'on n'a pas trop reconnu à un moment donné mon travail, mon investissement, malgré que j'ai énormément tendu des perches, mon staff notamment, quand j'avais besoin d'eux, quand j'étais sur le point de reprendre et qu'ils sont pas, tu vois... Croyais pas. Non. Il n'y avait que toi qui croyais. Et du coup, tu t'es entouré de ceux qui... tu vois, c'est ça aussi après. C'est les personnes qui, après, énergétiquement, en fait, on te les met sur la route et sur ta route. Et Erwan en fait partie, c'est sûr. Et après, ça marche, en fait, c'est sûr. C'est quand tu fixes après un objectif avec le cœur, avec vraiment profond, le cœur. Hein. Tu vois, je t'en parle, j'ai des frissons. C'est hyper cool. Le dernier qui m'a dit ça ici, c'est un garçon qui s'appelle Johan Ofredo. Ouais. C'est le dernier. Il y en a qui ont certainement eu des frissons, mais Johan, c'est un
très, il est hypersensible aussi. très proche. Oui, très proche de moi depuis très longtemps. Et on a toujours été des petits cons jusqu'à aujourd'hui. Enfin, jusqu'à il y a 5-6 ans. Mais du coup, on a pris l'inverse opposé. Mais c'est le dernier à m'avoir dit j'ai des frissons ici dans ce canapé. Bah, cool. Ouais, mais j'ai fait un sport individuel mais collectif à la fois et c'est super dur de travailler au quotidien et que personne te voit. Tu as dit un truc qui est difficile et que j'utilisais quand j'étais athlète. Tu as parlé d'utilité. D'utilité. Tu penses qu'un athlète, c'est utile ? C'est vrai qu'avec du recul... je te dis ça, mais tu te poseras cette question dans 10 ans. C'est dur un peu. C'est vrai que le mot en soi, utile, non, c'est peut-être pas le bon que j'ai employé. Non, mais peut-être c'est en toi. J'ai ressenti, en oui, fait, en tout cas. Je pense que c'est en toi. Je pense que ce mot, tu t'en souviendras dans 10 ans, dans 15 ans ou peut-être plus tard. Et tu iras vers des choses utiles pour le monde. Parce que si tu le dis, c'est que ce mot est central dans ta vie. Mais c'est parce qu'on est conditionné aussi autour de ce mot-là, parce qu'on est... Enfin, tu vois, c'est aussi l'engrenage comme ça du haut niveau qui fait qu'on te valide en tant qu'être humain par le fait que tu sois sur un podium ou que tu aies une médaille, tu vois, par la performance. Quoi. Ouais. Donc, mais c'est ton projet, c'est ton utilité vis-à-vis de toi-même. Ouais, et ça qui est dur. Ça a changé depuis que je fais plus partie, tu vois, d'un système, on va dire. C'est trouver sa propre voie et en même temps la challenger par rapport au regard de l'autre. C'est ça que je pense qui est intéressant d'avoir des garçons comme lui et c'est mon addiction à rencontrer des gens comme lui, comme toi, comme d'autres. C'est la richesse et de gens qui ont vu autre chose. C'est ça qui est dur dans le haut niveau, c'est que des fois, quand tu es un peu créatif, un peu sensible, un peu au potentiel ou un peu TDAH, ou tu as un profil un peu atypique et tu regardes et tu dis, mais en fait, soit je suis bizarre, soit personne dit qu'il est comme moi, mais je ne comprends pas ou ils ne me comprennent pas. Et ça, c'est dur quand tu es dans un moule et tu n'arrives pas à le changer. Donc toi, tu en es sorti. Tu as rencontré des garçons comme lui qui vivent d'autres choses, qui souffrent sur être entrepreneur, c'est pas la même chose qu'être kiné. Et monter des gros projets comme tu l'as monté, faut avoir des ovaires, des testicules, ce que tu veux. J'ai été surtout bien aidé par ceux qui ont vraiment créé, qui ont mis le... Ouais, mais ils ont cru. Oui, mais tu y as été. Oui, exactement. Il faut avoir l'impact, tu vois. L'impact, c'est l'énergie. Et ça... Tu vois, là, l'utilité, le truc de l'outil, c'est ça. Et je pense que toi, ton truc profond, ça va être ça. Après, la carrière que tu as, votre sport, les tournois, enfin, je trouve ça monstrueux de stress, la pression des sports moi, j'ai jamais été à un match de badge, je pense. Mais la monstruosité d'un match de raquette, le stress instantané, chaque échange, l'intensité du bad, c'est monstrueux, quoi. Les gens se rendent pas compte, en fait. Non, ça, c'est un truc, les gens se rendent pas compte. Et il y a des sports, t'en parlais tout à l'heure, le sport majeur, le sport mineur, certains sports qu'on voit pas. Alors moi, j'étais streamer. Les streamers, on en voit au jeu, on en parle quand même un petit peu, mais c'est vrai qu'en dehors de ces grosses périodes, il y a des sports qui disparaissent complètement. Badminton, dis-moi si je dis des bêtises, mais c'est quand même pas le sport dont on va parler le plus, qui est le plus médiatisé. Et quand on est sportif et qu'on a ce besoin de performance, de reconnaissance, et qu'on va être quand même un peu dans sa vie professionnelle guidée par ça, et qu'on n'est pas visible, c'est compliqué, parce qu'en fait, sa carrière ne s'arrête pas aux Jeux Olympiques. Sa carrière, c'est toutes les semaines. C'est la semaine dernière en Asie, pendant, je ne sais pas, tu es parti quasiment un mois. Donc cette vie-là, elle continue. Cette vie-là, elle doit être financée. Elle doit trouver des gens pour l'accompagner. Je crois que la question, c'est encore comment je vais réussir pour financer un coach, pour que mon coach puisse venir avec moi sur les tournois. Donc aujourd'hui, le sport de haut niveau, malgré tout, ils sont encore face à ce type de contraintes. Et moi, sur la partie médicale, c'est pareil. C'est se retrouver à devoir accompagner des athlètes pour être présents sur la partie soins, mais qui n'ont pas les moyens de se financer. Et c'est d'essayer de trouver des solutions pour qu'on puisse les accompagner, être là avec eux. Et donc, on a des athlètes qui représentent la France et qui sont au plus haut niveau de leur performance et qui ont encore beaucoup de carences pour pouvoir être accompagnés du mieux possible. Donc, pas évident d'exister là-dedans. Ouais, c'est des priorités. Enfin, tu vois, effectivement, il y a eu, je pense, une période où ça m'a beaucoup pris le chou, tu vois, cette histoire de finances et de dire est-ce que je vais
réussir à financer vraiment ce projet-là à 100%. Et puis après, tu priorises et puis du coup, tu prends de la hauteur aussi sur où t'en es dans ta vie et sur les choix que t'as fait. Et je regrette tellement pas, tu vois. Vraiment, j'ai aucun regret sur tous les choix que j'ai faits là depuis ces 2 dernières années. Pourquoi ? Parce que je suis super heureuse, quoi. Et t'as appris beaucoup. Puis mon corps me le renvoie aussi de temps en temps, tu vois. Mais ça, c'est aussi l'âge, on va dire, le fait que ça avance et que... Ce matin, tu parles. Ce matin, j'avais mal aux genoux de ouf. ce matin, on s'est vu. Et bref, et du coup... mais c'est juste, après, tu prends une hauteur hyper intéressante sur où t'en es et tu dis, franchement, c'est quand même hyper cool. C'est quand même hyper cool ce que je vis. Là, tu vois, j'étais en Asie pendant un mois. J'ai kiffé chaque jour. Parce que c'est comme si c'est une redécouverte aussi, un petit peu, d'une certaine manière, de l'ambiance des tournois. Tu te rends compte que tu prends pas des fois le temps de partager des petits moments sympas, même si c'est quelques minutes avec des étrangers, avec des athlètes peut-être qui vivent aussi un peu les mêmes galères que toi ou les mêmes kiffs que toi, tu vois, et puis t'échanges. Et depuis mes blessures, je vis vraiment les voyages et les tournois, les tournées vraiment différemment. C'est pas subi, quoi. C'est pas quelque chose. Et tu vois, et puis après, l'aspect financier, oui, évidemment qu'il joue un rôle. Mais tu vois, si demain, je suis obligée de prendre de mon épargne perso, je le ferai, mais sans réfléchir. Parce que j'apprécie tellement aujourd'hui là où j'en suis. Et je kiffe tellement quand je pars en compète, je kiffe tellement de perdre de perdre des matchs pour dégager des axes de progression, pour retourner au charbon. Tu vois, là, pas plus tard que dans 2 semaines, je suis aux États-Unis, au Canada, pour remettre en place des choses, essayer d'avancer et d'être la meilleure version de moi-même en tant qu'athlète. Tu vois. Et c'est hyper stylé, ma vie aujourd'hui. C'est l'aventure, quoi. C'est l'aventure. C'est en fait, t'as mis de l'aventure dans ta carrière. Tu t'es jeté d'un endroit très haut sans parachute, forcément, qui allait s'ouvrir. Et moi, j'appelle ça l'aventure. En fait, ça te nourrit quotidien, intellectuellement, physiologiquement et humainement. Parce que, évidemment, je pense quand t'as 3, 4, 5 personnes qui te cadrent, mais c'est comme quand tu vas en vacances en couple à 4 personnes, t'as pas les mêmes rencontres avec les gens. T'es un peu bridé. Exactement. Parce que tu dis, il va le faire ou elle va le faire ou à ma place. Et là t'as la rencontre, tu vois des vrais gens, t'as des vraies discussions. Ah ouais, trop bien, mais tu vas à tel tournoi, mais tu m'en joues ce soir. Ouais, exactement. C'est hyper riche, ouais. C'est beau d'avoir ça dans une carrière parce que je pense que ça va t'ouvrir sur l'après aussi, quoi. Ouais, complètement. Ouverture vers les gens, vers... Ça, j'ai eu le sujet il y a pas longtemps avec un footballeur professionnel qui a joué au Paris Saint-Germain et il m'a dit « J'ai pas suffisamment profité de ce moment-là pour m'ouvrir aux opportunités, aux rencontres que j'avais. » Et même, voilà, dans ce cadre-là... C'est fou qu'un footballeur dise ça. Ouais, mais il est jeune, il a 23 ans, il a une super carrière, il continue à jouer. Il dit ce moment-là, j'en ai pas assez profité. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant qu'un sportif professionnel, footballeur professionnel qui est dans un cadre plutôt favorisé, et cette prise de conscience, alors à l'échelle du sport olympique, c'est la même chose et tout le monde ne l'a pas forcément. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de sportifs qui peuvent peut-être subir l'entraînement, subir les déplacements, subir les compétitions. Et puis, il y a le moment, la prise de conscience de non, faisons de ça une aventure, des possibilités de rencontre. Et moi, mon métier kiné, c'est la même chose en fait. C'est rencontrer des gens différents. Pendant toute ma vie, au départ, c'était travailler dans le sport de haut niveau. Et puis maintenant que j'ai un univers un peu différent et que je vois des gens très variés, j'ai des gens d'ailleurs. Et c'est en rencontrant ces gens d'ailleurs que je me suis retrouvé à faire des connexions et à me dire, ces gens-là, si je les sensibilise au vécu d'un sportif, aux difficultés qu'il peut avoir, ces gens-là, ça m'intéresse, comment est-ce que je peux aider ? Et en fait, c'est toujours la même chose, c'est de la rencontre humaine, de l'échange, et puis se rendre compte qu'en fait, il y a des connexions et des passerelles, mais assez facile à faire une fois qu'on arrive à exprimer les choses. Et ça, c'est génial. Et tu vois, ce que tu dis, toi, sur tes déplacements, le fait de vivre, de profiter des gens, c'est exactement ça. Et c'est ça qui va très clairement ouvrir aussi sur l'après-carrière et sur l'ouverture d'esprit de l'après. Mais ça, je pense que, tu vois, c'est aussi... en tout cas, vraiment, je parle pour moi, pour mon parcours perso. Moi, c'est vraiment mes blessures aussi qui m'ont changé. Honnêtement, je ne suis plus la même nana qu'il y a 3 ans.
Et je suis vraiment persuadée, alors évidemment qu'on ne peut pas souhaiter des blessures graves à tous les athlètes parce que c'est horrible à vivre et t'es dans l'inconfort le plus total et tout. Mais c'est aussi là où tu te découvres le plus, quoi. T'es un peu, moi bon, je sais pas si je peux vraiment parler vulgairement, mais Si, t'as le droit. mais tu vois, quand tu nages dans ta merde, en fait, il y a que toi qui peux te sortir de ta merde, quoi. Et c'est vrai que j'emploie souvent cette expression parce que pour le coup, c'est vraiment t'es à la merde jusque là et il y a que toi qui peux t'en sortir. Et moi, c'est vraiment pour le coup mes blessures qui ont été des vrais traumatismes sur lesquels j'ai travaillé. Qui font qu'aujourd'hui j'ai une vision du monde, de la vie, de ma carrière, du haut niveau, de la performance. Tu vois, j'ai tout redéfini. Et aujourd'hui, je suis vraiment une autre nana parce que grâce à mes blessures, jamais j'aurais pensé le dire, pouvoir le dire un jour, mais grâce à ces grosses blessures qui m'ont tenue hors de ma passion des terrains pendant 2 ans. Donc c'est très long, tu vois, quand t'as que ça. Ouais, c'est ça. Hyper long. En fait, la blessure, ça te donne du temps. Le temps que tu prends pas forcément quand tu es en carrière, avec des échéances, avec un rythme, avec un planning d'entraînement. C'est un tunnel, carrière de sportif. T'as pas le temps de penser. Et puis ça s'arrête. Et là, clairement, le tunnel se casse. Et là, il faut trouver un autre tunnel ou trouver d'autres solutions. Te construire ton petit réseau de choses, de connexions, tu vois. Et à partir de ce tunnel, toi, tu en as fait un truc qui est plus un réseau. C'est pour ça que j'utilisais le truc de start-up. Mais c'est drôle ton expression de la merde, parce que c'est l'expression favorite de Mike Horn. Il dit la définition de l'aventure, c'est être dans la merde. La seule différence, ce qui diffère, c'est juste la profondeur dans laquelle je suis. Et c'est ça, c'est sa définition. Et je pense que oui, tu étais sur un espèce de tapis roulant qui allait super vite, et plusieurs fois, tu t'es pété la gueule parce qu'il s'est arrêté net, et voilà. Et je pense que c'est une chance énorme. Ah ouais, non mais carrément. Carrément, il y a même des sportifs et des sportives avec qui je discute plus ou moins proche, et je me dis, mais lui, il faudrait qu'il lui arrive un truc. Mais tu sais, c'est horrible de dire ça. Pour qu'il se rende compte. Pour qu'il se rende compte, tu vois, d'ouvrir les yeux sur la réalité de sa vie, sur la fixation d'un objectif, sur des sujets que tu vois, qu'on traite tous les jours en tant que sportif de haut niveau, mais qui prennent une dimension tout autre quand t'arrives à un truc de ouf et que t'es la seule ou le seul à pouvoir te sortir de cette merde-là dont on parle, quoi. Donc, moi, vraiment, j'ai énormément de gratitude, mis à part où des fois, je me dis, j'ai perdu 2 ans de ma vie, mais en fait, non, quand tu réalises après que tu as gagné tellement de plus grâce à cet arrêt, parce que aujourd'hui, je me sens en tout cas accomplie sur le plan perso, et je suis persuadée effectivement que ça va m'apporter dans ma vie future, quoi. Ça me fait penser un peu au sujet de l'après-carrière, du sportif, la sportive qui n'arrive pas à anticiper l'après-carrière. La carrière s'arrête, voilà, il y a un moment, ça arrive, et puis semi-mort. On n'y a pas pensé, je ne l'ai pas anticipé, et donc qu'est-ce qui va m'arriver derrière? Et là, tu te prends le vide. Et peut-être que c'est un premier vide que tu as eu au moment de la blessure qui t'a permis justement de penser à... aussi, j'imagine que c'est arrivé. Si jamais j'ai plus le sport, qu'est-ce que je fais? Et qui je suis? Et alors, tu vois, moi, je suis pas sportif de haut niveau, mais j'ai eu la même chose quand le Stade Français s'est arrêté de façon un peu brutale. Derrière, c'était je suis qui? Est-ce que je suis défini par rapport au taf que je faisais, par rapport à ce poste dans un club? Ce qui a marqué sur LinkedIn. Qu'est-ce que je vais réussir à produire derrière? Et ça, je pense qu'on l'a tous, à un moment ou à un autre. Et c'est peut-être pas si mal que ça, effectivement, que des moments de vie dans une carrière de sportif te permettent de penser à autre chose ou de penser autrement. Alors, si c'est la blessure, c'est la blessure. Et si ça peut être par l'éveil de quelqu'un, moi, je crois beaucoup à la sensibilisation des sportifs en carrière, leur parler de sujets différents, les former, les informer. Et tu te rends compte, dans un groupe, quand tu fais ça sur un groupe de 25, tu en as peut-être 3, 4 qui vont prendre, qui vont capter. Qui sont réceptifs. Les autres qui vont lâcher. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. T'as eu ceux qui... Au Paris FC, je faisais venir des athlètes, anciens athlètes de l'équipe de France. Il y a Ladji Doucouré, Cafétien Gomis, Maëva Danois, Ali Hunsen, le perchiste. Ils sont venus pour faire des ateliers gamme athlétique, course à pied. C'était une façon d'éveiller le footballeur à une pratique, à une technique. Je savais, sur un groupe de 10, j'en avais 2-3. Ils adoraient, 2-3, ils faisaient, 5 qui s'en battaient les couilles. Et c'est pas grave, c'est un éveil. Et cet éveil-là, pour ceux qui étaient intéressés, ils vont prendre. Et je pense que sur le côté un peu
blessure et prise de conscience de l'après, c'est ça aussi, c'est se trouver un moment et t'éveiller à quelque chose pour pouvoir l'utiliser après. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas que tu vois, une vibe négative, genre la blessure, parce que la blessure, c'est vrai que c'est quand même difficile, c'est une période difficile. Là, tu vois, tu parles d'éveil. Moi, j'ai un autre sujet qui part de quelque chose de hyper stylé, et puis qui, du coup, te plonge quand même dans un vide difficile. C'est après l'atteinte d'un gros objectif. C'est horrible. Il se passe plus rien. Et je pense que, je sais pas si tu en as déjà parlé avec des grands champions, mais quand tu es champion olympique, ce qui se passe le mois qui suit, ce qui se passe les mois qui arrivent après. Il y en avait une à ta place, Marie Patouillet, elle en a parlé. Elle en a parlé pendant 15 minutes. Ouais. Elle, ça a été aussi... C'est très sensible et ça m'a beaucoup touché. Mais je pense que moi, je suis addict à l'échec, en fait. Mais c'est une grande force et une grande faiblesse. C'est que maintenant, j'ai compris que plus je faisais d'échecs, alors c'est addictif parce que je monte des trucs, je les rate et je recommence d'autres, comme quand je jouais au jeu. Ouais, parce que en fait, c'est énorme. C'est pas mal. Ouais, c'est très américain comme pensée, mais en fait, je me disais, mais en fait, je progresse que quand je fais des erreurs, quand je tombe, et depuis tout petit. En fait, quand j'étais petit, je me suis rappelé dans l'Himalaya ou sur ma route de l'Himalaya, je suis parti de Paris, j'étais jusqu'à 8000 mètres, qu'à chaque fois que j'étais heureux, parce qu'à ce moment-là, j'avais des doutes sur ce projet, pourquoi je fais ça, 13 000 bornes pour aller là, dans le pays qui a changé ma vie. Mais j'ai dit, mais en fait, il faut qu'il se passe des trucs. Et donc, j'ai été voir les talibans. Voilà, c'était le premier échec à me dire, là, peut-être, tu vas un petit peu loin. Et donc, voilà, des gens qui ne me comprenaient pas forcément, on ne se comprenait pas, mais j'apprenais des choses. Et tu vois, à force de ces rencontres, de ces pseudo-échecs ou des chutes ou des conneries, toute ma vie, j'apprenais à tomber quand j'avais 8 ans. Tu vois, dans le parc de la Courneuve, dans le 9-3, je faisais des entraînements de chute. Voilà. Je faisais 1 heure de chute. Ouais. Voilà, comme en judo, on apprend à tomber, c'est les premiers trucs. Et en vélo, on n'apprend pas ça. Du coup, quand les gars ils tombent, ils se pètent tout, tu vois, que ce soit Chris Froome ou d'autres. Et apprendre à tomber, à se blesser, à truc. Moi, toute ma vie, ça a été, je dis toujours, je suis mort tellement de fois, tu peux frapper tellement fort dans mon dos. Je suis déjà mort. Je suis déjà mort. Il n'y a pas de problème. Et les gens, ça leur fait tellement peur. Je dis, je suis déjà mort. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. Et toi, c'est ça. Tu vois, tu as eu ces échecs et en fait, mais je suis invincible. C'est ça que tu as dit. Tu as dit tout à l'heure, même si je perds, en fait, je suis là, en fait. Tu vois, j'ai appris un truc et la fois d'après, je vais rectifier Et ça, c'est beau, c'est très rare. Ouais, mais j'en ai conscience. Après, tu vois, il y a quand même une... comment dire ça veut pas dire que je ne suis pas ambitieuse. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je déteste toujours perdre. Hein. Attention. Sinon, tu ferais pas du haut niveau. Voilà, tu ferais des fléchettes dans un bar avec des pintes. Et quoique, même aux fléchettes. Attention, les fléchettes, c'est hype quand même. Ah non, mais. Tu claques le triple 20 quand même. Moi, quelques fois, parce que sinon... Non, mais c'est ça qui est dur avec l'INSEP. Les gens n'en parlent jamais. C'est que tu joues à n'importe quel jeu avec les meilleurs du monde quand même dans leur milieu. J'en fais partie. Enfin, c'est vrai que moi perdre, ça a toujours été un sujet, tu vois. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a des défaites, vas-y, on passe à autre chose, tu vois. Mais réellement, et vraiment, je me mens pas à moi-même en disant ça, je suis toujours déçue et frustrée quand il y a des défaites. Par contre, ça dure 10-15 minutes. L'avion, quand même. Max, L'avion, quand même. Et quand t'atterris, bon, voilà, c'était pas si grave. De toute façon, j'avais dit que j'aurais pas dû aller. C'est derrière moi. Non, mais du coup, c'est vrai. On va aller voir Arwan. Non, mais du coup. Il va me parler 1 heure, ça va aller. Chill, tu vois, du coup, tu redescends et même ton corps, tu lui envoies du kiff aussi. Tu vois, ton corps, il est plus tranquille, tu t'es moins sujet c'est beau ce que tu dis. C'est si vrai. Moi j'avais tenté d'imposer, ou en tous les cas de donner cette clé de la méditation, parce que j'ai fait 20 jours de Vipassana, méditation silencieuse au départ. Magnifique. Je voulais rentrer en monastère, en fait, la première année là-bas. Magnifique. 20 jours, ouais. Mais j'ai passé 120 jours là-bas la première année. Et j'étais sûr que ça pouvait sauver des athlètes. Vraiment. Vraiment, ça et la montagne, tu vois, des choses qui sont... ça, c'est impossible. Parce qu'un athlète, il n'y a pas grand-chose qui est vraiment impossible, tu sais, quand tu as un niveau physique. Et je disais, la montagne, ça peut te mettre des limites. Et cette méditation. Parce que là, c'est vraiment... Tu aurais été obligé de regarder loin à l'intérieur. C'est clair. Et là, tu peux pas mentir, quoi. Tu peux essayer de mentir, mais... Et ça, c'est pour moi une des
des clés de ma vie, tu vois. Ça, je pense que c'est hyper important. Après, tu le mets comme tu veux, comme tu peux. Hein. Ça peut être du yoga. Ça peut durer moins longtemps que... Ça peut durer moins longtemps que 10 jours. Ça peut durer 20 minutes. C'est chaud à caler dans une saison quand même. Faut prévoir là, parce qu'il me reste... Ouais, mais même ça, est si grave. Ouais. Parce que quand tu te blesses, c'est pas 10 jours, c'est pas 20 jours. Tu les as, tes jours. Tu vois, oui, par c'est anticipation... Oui, ok, t'es pas bien, bah stop. Tu vois, et un athlète, on en a parlé juste avant, qui m'a impressionné là-dessus, c'était Teddy Riner, qui avait des espèces de certitudes de ouais, je vais couper un mois. Ok, n'importe quel athlète aurait. Ouais, un mois, c'est peut-être 45 jours. Ouais, je pense que je vais monter progressivement et puis je serai prêt dans 2 ans. Waouh, c'est ouf, quoi. Parce que j'ai fait un sport comme toi où. Combien tu fais de tournois par an? Beaucoup. Je dirais au moins 20, je pense. 20 avec combien de... 52 semaines, donc 20. Ouais, 20, je pense. 20 avec combien de matchs? Alors nous, du coup, c'est souvent du mercredi au dimanche. Tu vois, donc si tu vas au bout, t'as 6 matchs, 5 matchs. 5-6 matchs, ouais. Ça te laisse 5 jours dans l'année pour... Faut aller voir Arwan, sauter dans la piscine, faire des bombes chez C'est exactement ce qu'on fait. Hein. Faut pas croire qu'elle vient récupérer. Hein. Viens boire une pinte et sauter dans la piscine. Hein. Fait des bombes, elle se met dans le sauna. Oh, putain, attends, je fais rien pendant une demi-heure. C'est ma méditation, 30 minutes. Non, mais par contre, du coup, quand on est en tournée, tu vois, là, j'étais 1 mois en Asie. Entre les tournois, oui, c'est super important justement de déconnecter. Et en même temps, tu as ces enjeux de rester aussi en forme parce que, voilà, après, il y a effectivement le repos du corps, le bien-être et tout. Mais par contre, on est aussi des athlètes de haut niveau et il faut se maintenir et trouver des fenêtres aussi. Parfois, c'est l'enjeu dans des saisons hyper lourdes comme ça où on n'a pas beaucoup de fenêtres de tir. Des moments où on se développe aussi, et, où on maintient nos capacités physiques, mais aussi où on les développe. Et donc, du coup, le fait de jongler entre tout ça, c'est challengeant, mais après, c'est une écoute aussi quotidienne, je pense. Puis ça permet de ne pas se péter aussi, non? De la prépa physique, là, c'est de ça dont tu parles. Ce bloc, c'est quoi? C'est 2 mois, non? Plus? Alors, moi, ça n'arrive jamais 2 mois d'affilée. Non, moi, le plus Vous n'avez pas d'hiver, vous? Le plus long, on n'a pas de saison, nous. On joue tout le temps, tu vois, sur les championnats du Sport monde. de merde, putain. Putain, en tant que cycliste. Non, mais c'est des choix que tu fais. C'est des choix que tu fais. Quelle différence entre les sports? Mais c'est rare. Parce que tennis... Non, ça coupe pas. Non, tennis, je pense que c'est justement, je pense que les sports de raquettes, c'est les seuls. C'est les seuls. Tout le temps. Et après, toi, on parle souvent de pré-saison dans les sports collectifs. Aujourd'hui, un sport de foot en pro, en Ligue 1, en Ligue 2, au PFC, ils avaient 4 semaines de pré-saison. Et il y avait le premier match amical qui arrivait 10 jours après la reprise. Et ils avaient coupé 4 semaines. Donc, en fait, c'est très condensé. Donc, en fait, c'est de la préparation permanente, de l'entretien permanent. Et selon les sports et selon les individualités, les choses sont vécues très différemment. Parce que toi, tu as besoin de ça et tu l'as mis en place dans ta routine. Et je pense que tu dois avoir d'autres collègues qui font le même sport que toi, qui sont au même niveau que toi, qui n'ont pas du tout cette même rigueur ou cette même façon de s'entraîner et de récupérer. Évidemment que je suis sensible, par mon passif aussi. Tu vois, je ne peux pas fermer les yeux aussi sur le fait qu'il y a eu 2 LCA, tu vois, il y a 3 ans, du coup. Je suis obligée d'être très sensible forcément à cette prévention membrinf. Mais du coup, après, quand tu es sensible à ça... autant inclure tout le corps en entier et être précautionneux, tu vois, suffisamment pour pas se blesser bêtement. Et puis après, tu vois, la blessure, même si elle est... Enfin, je suis assez lucide aussi sur le fait de me dire que c'est aussi inévitable. Des fois, tu vois, la blessure, j'ai plus peur de me blesser, tu vois. Il y a vraiment... eu aussi ce truc de quand je suis revenue de mes 2 croisés, de dire attends, ça se trouve, je peux me refaire mal gravement, tu vois. Et je pense que après, c'est un travail évidemment que tu fais sur toi-même et sur les traumatismes. Donc j'ai fait beaucoup de MDR, je sais pas si ça te parle. Ils m'en ont parlé juste avant. C'est assez intéressant pour lever des traumatismes, travailler, adoucir des traumatismes, tu vois, par la stimulation visuelle notamment. Il y a plein d'autres techniques, mais donc tu vois, tu travailles sur ces trucs et tout, et puis du coup. Là, aujourd'hui, c'est fatigant quand je ressens des douleurs parce que, tu vois, c'est toujours pénible d'avoir des douleurs. Tu vois, là, ce matin, le genou, c'est pas agréable, quoi. Mais par contre, j'ai plus peur de me blesser. Peut-être t'avais peur du podcast.
J'avais peur du podcast. C'est ça. Ah ouais, C'était ça. Ah, mais C'était doit ça. être Ça s'est exprimé dans le genou. Ça arrivait dans le C'était genou, ça. direct. Le jeu et le nous. Le jeu, Voilà, le- ça y est. Ah ouais, non, mais c'est On bon. y revient. C'est bon. En sortant, j'ai plus mal. Combien ça coûte une saison d'athlète de haut niveau? Alors Ça dépend des disciplines, j'imagine. Ça dépend des disciplines. Ouais. Alors pour le coup, moi, je me suis beaucoup intéressé à ce sujet-là, en particulier avec Alison Pinault, la joueuse de handball, et on a fondé avec Alison et Thierry Barre un fonds de dotation pour justement essayer de renforcer les aides qui pouvaient être données aux sportifs. Essayer de les accompagner, pas forcément que dans un objectif d'ailleurs de performance, mais encore une fois dans cette notion de trajectoire. Donc on a fait un petit audit auprès de plein de sportifs et plein de sports différents. Et quand même, ce qui ressort, c'est que pour qu'un sportif vive confortablement sa saison sportive, il faut qu'on arrive à lui trouver entre 20 et 30 000 euros par an. Alors, il y a des différences entre les sports. Il y a des sports qui coûtent plus cher que d'autres en fonction des voyages, etc., de ce qui est pris en charge ou de ce qui n'est pas pris en charge. En business ou pas. Mais on sait qu'entre 20 et 30 000 euros, un athlète peut arriver à se financer une saison. Ah ouais. Et Ce qui est rien. Ce qui est rien, mais quand il faut les trouver tout seul, c'est énorme. C'est beaucoup. Ah bah oui, je sais, c'est ouais. bon, c'est une partie de mon travail, mais c'est, je veux dire, à l'échelle d'un sportif de sport qui joue avec le pied, par exemple. Alors ça, quand on compare avec d'autres sports, c'est clair que c'est assez fou. Et c'est un des axes du fonds de dotation, justement, c'est de se dire que, parce que je côtoie beaucoup de sportifs professionnels et de footballeurs, c'est de dire qu'en sensibilisant aussi ces sportifs professionnels qui sont un peu plus aidés et qui ont un peu plus de moyens, en les sensibilisant à la cause du sport de haut niveau et du sport olympique, on va réussir à créer une passerelle pour que le sport professionnel devienne aidant du sport olympique. Et je pense qu'il y a un vrai truc justement à faire une espèce de bourse. Exactement, c'est voilà. Paris Saint-Germain, on est là. Si tu veux faire, je sais que tu as une bourse, je sais que tu as une fondation. Il y a les clubs, il y a les sportifs individuellement. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Mais s'ils mettent tous une semaine de salaire, tous, chaque joueur, pendant un an, c'est monstrueux. Non, mais c'est ça, c'est qu'on a toujours l'habitude d'essayer de trouver des sponsors auprès des entreprises, etc. Ce qui est très dur. C'est très dur. Et moi, je me rends compte, je débarquais en disant, c'est cool, on crée un fonds, ça va être chouette. Elle est super. C'est quoi votre... Elle s'est blessée 2 fois, mais c'est un monstre. Je vous dis, c'est un avion de chasse. C'est quoi votre objectif? C'est aider. Non, ça suffit pas. Donc, c'est dur de trouver. Et je pense que cet axe du sport professionnel et les sportifs pros, les footballeurs, ils regardent le sport. C'est des fans de sport. Et quand ils ont conscience des difficultés financières que peuvent avoir des athlètes olympiques, des athlètes qui aspirent à aller aux JO, beaucoup, moi, sont sensibles et réagissent très rapidement. Et en fait, c'est ça qui donne envie de se dire, OK, il y a sûrement des passerelles encore à développer pour pouvoir aider ceux qui ont besoin. Ah, ils rêvent de ça, c'est incroyable. Moi, c'est pas forcément dans le foot que j'ai vu le plus de mecs, même si j'ai eu 2-3 potes d'enfance qui sont passés pro en foot. On s'est un peu perdu de vue après, mais j'avais eu des handballeurs notamment qui regardaient. J'avais un agent en commun avec eux et ils avaient regardé, mais c'était Narcisse à l'époque. Il m'avait serré la main, sa main elle arrivait là. C'était monstrueux. Et j'avais dit, j'étais super ému et tout. J'ai dit, je vous ai regardé à la télé. C'est toi dans la vidéo là? T'es un monstre. Ok, merci monsieur. Merci, mais pour lui, j'étais un truc extraordinaire, tu vois, qui venait de voir. Moi, j'étais un tout petit garçon qui avait traversé l'Himalaya avec un vélo, tu vois, et c'était ouf, parce que je pense ce genre, j'ai pris lui comme exemple, parce que c'est un des gars qui m'a touché tu vois, en face à face. J'ai dit, putain, ils ont une sensibilité, ils aiment, tu vois, l'effort physique, les émotions, ils savent ce que c'est, tu vois. L'instantané, les galères, les blessures aussi, parce que c'est des athlètes qui sont beaucoup blessés, les footeux, tous les sports de ballon. C'est là où peut-être les entreprises ont moins cette sensibilité, parce que moi, j'ai déjà, honnêtement, fait des entretiens, j'en ai fait beaucoup, sincèrement. Et tu ressors toujours, ça a été différent, chacun des entretiens ont été différents, mais je ressors où je suis contente, j'ai un échange quand même qui est intéressant et tout, mais il y a ce truc de, effectivement, on t'évalue par rapport à ta performance, on attend de toi qui est un peu un retour sur investissement. Et c'est vrai que des fois, c'est difficile à accepter en tant qu'athlète parce que déjà, nous, c'est hyper dur de nous gérer nous-mêmes avec tout ce que ça comporte, le quotidien.
les entraînements en eux-mêmes, la réflexion autour d'une tactique, d'un style de jeu que tu veux développer, donc en termes de spécifique, ta prévention blessure, ta prep physique, après tout ce que tu mets aussi, la prep mentale, machin. Et en plus de ça, si tu dois trouver, entre guillemets, des compétences à offrir à des entreprises, alors c'est super. Et, pour moi, c'est OK. J'ai jamais conçu vraiment des relations hors win-win, tu vois, sans donner et offrir quelque chose. Mais c'est déjà tellement demandant ce qu'on fait, tu vois, au quotidien que j'ai de plus en plus de mal. Pourquoi pas une initiation simple, tu les emmènes dans ton sport. Moi, j'ai fait ça, des team building. Ils s'en foutent. Non, non, parce que... En tout cas, pour le bad, ils s'en foutent. Ouais, mais pas forcément, je suis pas sûr. Parce que si tu leur dis exactement les choses... Parce que ça, en fait, c'est un sport. Si tu prends la métaphore, c'est quand même une balle, comme une relation, comme un sujet, comme un truc de boîte, tu vois. Il y a un projet dans la boîte qui est... Voilà, ils se renvoient la balle tous. J'ai travaillé dans des grosses boîtes où à 17h, je recevais un email... Steven, peux-tu regarder ça? Je crois que c'est un sujet important et urgent. Et c'était ton taf, Jean-Michel, en fait. Donc il se renvoie la balle. Et tu vois, ce truc-là... Ouais, t'as toujours un Jean-Michel. Mais tu vois, ce truc tu dois la renvoyer. Et il y a ce truc, évidemment, d'échange, mais de jeu, tu vois, de jeu. Ah oui, c'est sûr. Parce que eux, ces boîtes-là ont des enjeux. Tu parles d'enjeux et tout ça, mais ces boîtes-là... Et toi, tu sers, tu vois, t'as pris ton truc de servir... Tu sers aussi au bas, tu vois, tous ces trucs. Je pense que ça peut jouer. Après, je suis idéaliste, moi aussi. Emmener les gens à vélo. Je pense que la réalité. Le problème numéro 1. Quoi ? La réalité, elle est plus complexe. Je sais qu'elle est plus complexe. Mais tu crois que ça fait rêver une entreprise d'avoir un gars qui traverse l'Himalaya en vélo ? Et il me regarde. Il y a une histoire à raconter. Il y a une belle histoire à raconter, quand même. Et raconte cette histoire. Plus que de taper dans un volant. Non, mais c'est pas ça qu'il faut que tu racontes. Non, mais bien sûr. Je suis allé en Indo. Hop, il y a une caméra qui me suit en permanence. Et je rencontre Ching Chong-Hui de telle nationalité, la taïwanaise, j'ai rencontré. On a dîné ensemble, c'est cette histoire-là. Mais le reste... Je suis d'accord, sauf que au milieu de ça, il y a... Faut le casquer. Il y a son sport. Non, mais il y a son sport. Ah oui, il y a son sport. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on attend du sportif qu'il soit autre chose que simplement un sportif. Et il y a une évolution comme ça. C'est évident. Le sport et le sport olympique, aujourd'hui, j'ai l'impression, ça suffit plus. Et effectivement, il faut pouvoir raconter une histoire à travers son sport ou à travers une personnalité. Et t'es en concurrence avec des influenceurs dont c'est le métier. Exactement. Des mecs comme moi qui font des trucs un peu bizarres, d'autres, et des énormes clubs où tu te dis, ou le Vendée Globe, ouais, mais lui, toi, ton panneau, il fait que 8 cm sur 2 sur ton cadre de vélo, et lui, ça fait 36 mètres. Oui, mais vous avez mis 2 millions quand même juste sur la voile. Mais en fait, ce truc d'histoire, je ne suis pas sûr que ça lui fasse perdre beaucoup de performance. Tu vois, quelqu'un qui fait un follow, un peu un vlog, ou bien simplement raconter, essayer, tu vois, faut que sur un an. Quelqu'un qui le fasse pour moi. Ah non, mais c'est pas toi qui monte les trucs. Moi, je peux pas le faire. Non, même me filmer et tout, c'est tellement. Non, mais quelqu'un qui est derrière toi, qui passe, 6 mois. Une fois, tu vas chez le kiné. Tu fais tes bombes dans la piscine. Tu bois tes caipirinhas consommées avec modération. Tu bois tes caipirinhas. Et non, mais c'est incroyable de juste prendre ton programme d'une journée déjà, telle heure, et regarder sur une journée le volume que ça représente, les enjeux que tu as, les stress, les galères, putain, comment je vais rentrer ça ? Tu vois, ces moments de confidence, parce que tant que les gens ne voient pas, je te dis ça par rapport à ce que j'ai pu faire dans ma très courte vie d'aventurier, à dire, je m'identifie un peu. Voilà, ça, une fois que les gens s'identifient, ils s'attachent à toi, à ta personnalité. Sûr. Et c'est sûr que quelqu'un qui fait ça toute sa vie à raconter, ok, là, on a bu un bubble tea, Bon, mais par contre, si toi, tu racontes je suis d'accord. Moi, c'est pas ma vie, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr que je resterai moi-même quand on me filme, quand on va me filmer, dans ton projet là, que tu décris. Mais tu vois, on parlait de mes valeurs aussi tout à l'heure. J'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre non plus. Mais c'est pas quelqu'un d'autre. Mais si t'as une cam, une cam, c'est pas quelqu'un d'autre. Non, mais en fait, je comprends ce que tu dis. C'est la réalité. Et c'est évident qu'aujourd'hui, comme tu as dit, il y a une concurrence avec plein de gens aussi sur ça. Et le sportif de haut niveau doit aussi
prendre conscience qu'il va falloir qu'ils racontent autre chose. Et on a beaucoup de sportifs avec des niveaux inférieurs à des athlètes olympiques qui s'en sortent bien mieux, qui arrivent à trouver des sponsors, qui arrivent à trouver des financements, parce qu'ils arrivent à raconter leur histoire, une histoire. Carrément. Et ça, c'est un constat, et ça, faut en prendre conscience. J'avais une athlète qui faisait du saut en hauteur, qui venait d'avoir son permis, et j'étais en discussion avec une grande marque de voitures. Donc je me dis, vas-y, je vais essayer de faire la mise en relation parce que j'aime bien. Donc je lui parle de son profil, et ils me disent, non, en fait, nous aujourd'hui, les athlètes olympiques, ça a beau être la meilleure dans son sport, ça ne nous intéresse pas, on sponsorise des chefs. C'est plus intéressant pour nous de sponsoriser des chefs, des grands chefs, que des athlètes. C'est la réalité. Donc, il faut arriver à se dire que le sportif va devoir apporter autre chose. Peut cuisiner aussi un peu. C'est très bien. Des cannolis siciliens. Et voilà, déjà, tu vois, on a déjà trouvé 3 trucs. Les bombes dans la piscine, plus la cuisine le soir. L'histoire de notre fonds de dotation, là, c'est aussi ça. C'est évidemment, il y a du financier. Que tu peux citer, si tu veux. Ça s'appelle Pulse & Sport. Donc, évidemment, il y a une histoire financière, puisqu'on sait qu'il va falloir trouver des aides financières. Mais il y a autre chose, au-delà de ce projet financier, il y a le projet de mettre à disposition autour de l'athlète des ressources qui vont pouvoir activer en fonction de leurs besoins. Ça peut être une ressource médicale, ce que moi je fais depuis toujours, donc aider un jour sur une prise de rendez-vous pour l'IRM, une consultation avec le chirurgien, une consultation avec le médecin du sport, venir me voir pour un bilan isocinétique, ce qu'on veut. Ça peut être une ressource comptable, une ressource logistique, une ressource digitale, avec aussi des gens qui sont prêts à aider, à accompagner et à développer ces parties-là qu'un sportif ne sait pas forcément faire. Mais il y a des gens, ça les ferait vraiment rêver, tu vois, même ils viendraient gratos. Parce qu'il y a des gens j'en ai eu plein, qui sont arrivés à moi, qui sont, je peux te suivre. Bon, après, ils se rendent pas compte qu'au Kyrgyzstan ou en Afghan, faut être un peu câblé différent. Partout, quand même. Moi, fais-moi l'itinéraire. Le Cantal, il y a des montagnes là-bas, il pleut. Oui. Ok, mais je m'arrête à Strasbourg, c'est pas plus. mais ouais, je pense que, parce que tu dis, c'est pas moi, mais t'as une personnalité, tu vois, t'as des trucs, t'as des punchlines, t'as des moments. Mais ça, c'est donc sûr, voilà. J'ai pas tout mis là aujourd'hui. T'as une richesse. non, j'imagine. Si. Ça, pour Léa, on en a parlé très tôt. Parce qu'on parlait de ça aussi en disant, mais il faut que on a eu un peu la même discussion, et je disais, mais t'as quand même une histoire super racontée. Il y a ta blessure, évidemment. D'ailleurs, tu en as fait un documentaire, et tu l'as fait. Tu l'as documenté, ce truc. Donc, il y avait déjà un peu cette démarche de montrer ce qui se passait. Et puis, il y a un truc quand même, c'est que tu joues en double mix avec en couple. Donc, il y a aussi une histoire, une relation particulière dans ton sport avec la personne qui partage ta vie et qui partage ton sport. Donc, il y aurait plein de choses à raconter. Mais là où je la comprends, c'est qu'on n'a pas forcément l'envie, la possibilité. Voilà. Donc... mais c'est en ça que c'est intéressant d'avoir des personnes ressources qui vont permettre aussi de répondre à ça. Moi, sur le ligament croisé, je me débrouille. Par contre, sur le côté, raconter une histoire et essayer de la valoriser, tu seras probablement meilleur. Et c'est arriver à trouver ces gens autour qui vont permettre d'aider. Et comme ça, on sort du financier, on apporte autre chose. Et puis, on ouvre aussi des discussions et des réflexions qui vont permettre d'aider, je pense, à l'après-carrière, parce qu'on crée des rencontres et on raconte une histoire qui va toucher d'autres gens. Donc, il y a tout ça à essayer de mettre en place autour du sportif. Mais c'est pas évident. C'est de ne pas s'y perdre aussi, tu vois. Tu perdras pas. Vu comment t'es câblé, ça t'apportera de la richesse. Il ne va pas filmer dans votre lit. C'est quelqu'un... La réussite serait bien plus rapide. La réussite social media. Allez, vu en faire. Et tu n'auras plus besoin de jouer. Non, mais je suis persuadé que t'as une belle histoire, en fait. T'as une belle histoire. Et ce truc d'échec, en fait, c'est... Tu vois, tu as parlé de service très vite dans cette conversation. Et ça rend service. Moi, j'ai continué à faire ce que je faisais uniquement parce que j'avais l'impression que je faisais du bien aux gens. Et parce qu'on m'a envoyé des messages et parce qu'on m'a dit merci. Parce que c'est utile. Ouais, utile, exactement. Et ça, c'est pour ça que je te dis ça. Je reviens là-dessus. Bon, c'est mon câblage interne qui est comme ça. Ouais, tu vois, là, avec tout ce qu'on a évoqué aussi, effectivement, c'est intéressant de... Je pense que oui, on peut être utile. Tu veux dire utile vers l'autre, pour l'autre. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui va s'identifier. Mais même, je vais utiliser un autre prénom, Janine, qui se fait les croisés, ou José, qui se fait mal et qui est en blessure. Moi, j'ai eu ça dans l'Himalaya, des gens très malades, cancer, phase terminale. C'était Steven, tu donnes de l'espoir, tu me donnes de l'apaisement, ça me fait du bien. Je me dis qu'il y a d'autres possibilités dans le monde, je vais m'en sortir. Et ce truc-là,
quand tu mets du cœur, tu vois, parce que tu es comme ça, tu es entière, tu vas le donner sans le vouloir. Je te demande pas de te changer. Ouais. C'est toi, avec ton truc, ton histoire, tes rencontres, ta journée, et juste un fil rouge. C'est pas obligé de filmer tous les jours, ça peut être un rendez-vous ou même suivre sur un tournoi, parce que c'est d'une intensité folle, tu vois. Bam, tu mets des horaires, tac, tu vois, t'as le match, ok, bah là on se repose tant de temps, et je trouve ça fou en fait. Tu vas montrer cette vie et la richesse. C'est banal, c'est vrai que pour non, moi, c'est pas banal, rien n'est banal. Il y a vraiment une notion de haut niveau. Pas redondant. Si c'est haut niveau, ce n'est pas banal. Ouais, toi c'est ton quotidien, mais c'est sûr. Bah, désolé, c'est un traquenard pour le coup. On te... mais donc, si tu vas changer. Si vous êtes vidéaste, tu auras changé en sortant de cette pièce. Dis que tu as compris. Léa au Canada et aux États-Unis dans quelques semaines. N'hésitez pas. Dis-nous que tu as compris. Mais c'est sûr, c'est pas banal. Et après, mais ce qui est évident, c'est que... Non, mais c'est dur de convaincre les athlètes, c'est fou ça. J'ai ce rapport-là de trucs. Non, mais ma vie, c'était Cassandre qui m'avait dit ça, Cassandre Beaugrand une fois. Mais ma vie, elle est nulle. Hein. Ah bon? Bah non, en fait, je pense que tu vas être une des meilleures athlètes du monde dans quelques années. Bon, champion olympique. Ouais. Mais la différence entre notre perception qu'on a de nous et la perception que les autres peuvent avoir de nous, elle est souvent... la différence, elle est assez incroyable. On a l'impression de faire des choses banales ou de ne pas les faire assez bien. Alors que les autres de l'extérieur, ils perçoivent une personnalité différente. Et au contraire, il y en a qui ont des vies totalement banales et qui en font des choses extraordinaires. Aussi. Mais on va terminer là-dessus. Mais j'ai passé un beau moment avec vous. Mais comment vous aider, comment faire? Bon, toi, c'est un movie maker, un peu d'argent. on va trouver. Un nouveau maillot de bain pour faire des bombes dans la piscine. Non, moi, de genoux. Un de mes projets d'aujourd'hui, c'est d'arriver à sensibiliser au plus grand nombre des difficultés que peuvent rencontrer des sportifs. Et on ne parle pas que de difficultés financières et on ne parle pas que de performance et de résultats. C'est se dire que les rencontres vont nous permettre potentiellement d'aider une personne dans une trajectoire de vie. Et si on a envie de s'investir et d'aider, de donner, on peut le faire à travers des fondations, à travers des associations, à travers Pulse & Sport pour ceux qui sont intéressés par ça. Il y a plein de causes à défendre. C'est une fondation, c'est une association, c'est une entreprise. C'est un fonds de dotation. Donc il y a 40% d'abat de trucs. Il y a 66% d'abattement sur l'impôt sur le revenu. Donc c'est gratos. Et 60% en impôt sur les sociétés. Okay. Mais c'est pas suffisant et les gens attendent aussi autre chose. Et donc l'idée, ça sera aussi justement de vous allez jouer au bad avec elle. Exactement. En plus, moi, j'ai toujours conçu ça. Enfin, c'est toujours ce que j'ai mis en avant dès que j'ai eu des opportunités, tu vois, que ce soit avec des entreprises ou des potentiels mécènes. Puis je pense, moi après j'avoue que je suis naturelle tout le temps et je pense transmettre une énergie qui est cool et en fait c'est ça qui est cool avec ce que Erwan, Alison et Thierry construisent, c'est qu'on est dans l'humain à 100% et qu'il y a vraiment un échange qui se crée aussi quoi, et une mise en commun de nos forces, je trouve. Parce que pour le coup, je connais bien Alison aussi, bien Thierry. Et en fait, ça colle, quoi, même en termes de personnalité, de valeur, pour le coup. Ça me ressemble forcément. Pour la petite histoire, à la soirée d'inauguration, on a fait une vente aux enchères. Donc au début, on s'est dit, tiens, on va récolter des ballons, des maillots signés, etc. Et puis non, ça nous ressemble pas. Ce qu'on va faire, c'est mettre aux enchères des expériences. Et on a mis aux enchères des expériences à partager avec des personnalités ou avec des sportifs. Faire une séance d'Irox avec Théo Curin, faire un golf avec Antoine Comboiré. Donc finalement, on donne aussi de la rencontre, de la richesse humaine. Et le résultat de nos vies, de toute façon, c'est ça. Hein, c'est aller vers l'autre et essayer de créer une connexion, créer des passerelles. Donc, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est arriver à en créer le plus possible des passerelles. Et vivre. Ouais. Vivre plein de choses. À 100%, ouais. Merci les amis. Merci beaucoup. Merci à toi.